route pour les 24 heures. Un podcast Le Maine Libre, Ouest France et Sweet FM. Jonathan Latteur. Salut à tous, bienvenue dans En route pour les 24 heures. On est très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous qu'on lance ensemble, Sweet FM, Ouest France et Le Maine Libre. On va se retrouver une fois par mois désormais pour parler de l'actualité des 24 heures du Mans. C'est un podcast audio et vidéo que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes. On va parler de l'actu, de la liste évidemment aujourd'hui, et puis on aura des invités. Notre premier invité aujourd'hui, c'est Julien Canal, il est avec nous, on aura plein de questions à lui poser. Mais d'abord, saluons ceux qui vont m'accompagner durant tous ces rendez-vous. Marc Moreau du Maine Libre, bonsoir Marc. Bonsoir Jonathan. Et Guillaume Nedelec de Ouest France. Salut Guillaume. Bonsoir à vous tous. On est, ça y est, en possession de la liste, la toute première, parce qu'elle va évoluer, la liste des engagés. 62 voitures cette année aux 24 heures, 186 pilotes au départ. Marc, est-ce qu'on peut dire d'abord de cette liste qu'il y a davantage d'hypercars et puis l'arrivée des GT3, c'est les deux grosses infos? Ouais, c'est les deux grosses infos et puis comme vous pouvez s'y attendre, une très belle liste, évidemment, 62 voitures, la grille est pleine, elle est belle, 23 hypercars, faut remonter plusieurs années en arrière, de longues années en arrière pour retrouver un tel plateau en catégorie Rennes. Je pense qu'on va avoir une course très disputée. Alors tous les pilotes ne sont pas encore annoncés, on y reviendra certainement, mais en tout cas pour le moment, on peut avoir bon espoir sur cette édition 2024. Guillaume, c'est mieux que l'an dernier le plateau, mieux que le plateau du Centenaire? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Là, on est sur du 2 fois mieux, je pense. On peut partir là-dessus, avec donc 23 hypercars, ce qui est dans quasiment les chiffres des meilleures années des 24 heures du Mans en termes de présence dans la catégorie Rennes. Dans les années 90 notamment, il y avait eu quelques années où ça avait été bien fourni. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aura surtout de la densité, mais il y aura aussi de la diversité, puisqu'on a quand même 9 constructeurs différents dans cette catégorie Rennes. Puis derrière aussi en GT3, en LMP2, il y a du très haut niveau et de la diversité, notamment en GT3, là aussi 9 constructeurs. Oui, j'ai pas cité les LMP2, mais elles sont toujours là. Il y a 16 voitures, c'est ça, 15 voitures au départ? 16 voitures, c'est la surprise. Ouais. Ça nous a tous un peu surpris, parce que la CO avait annoncé qu'il y en aurait 15, ni plus ni moins. Bon, ils étaient dans le plus, finalement, et puis après tout, pourquoi pas. Et quand on voit les équipes en place, en dehors de WRT, de Prema, qu'on avait l'habitude de voir, on a quand même du très haut niveau. Je pense à United, je pense à Duquesne, c'est vraiment des gens sérieux dans le milieu. Bon, Guillaume a déjà dit que c'était 2 fois mieux que l'an dernier. Marc, il y a qui comme constructeur supplémentaire qui pourrait jouer la gagne, jouer la victoire aux 24 heures? Alors des supplémentaires qui pourraient jouer la gagne, je sais pas, parce que c'est toujours difficile d'arriver et de gagner tout de suite, surtout les 24 heures du Mans. Alors on a vu que ça avait été le cas l'année dernière avec le retour de Ferrari 50 ans après et puis qui gagne le centenaire devant Toyota. Après des nouveaux constructeurs, il y en a 3. Il y a Lamborghini, Alpine et BMW qui arrivent cette année. C'est forcément des équipes en plus qui ont une expérience, je parle notamment pour BMW plus que pour les deux autres. Une expérience qui pourrait leur permettre d'être tout de suite compétitifs, ce qui sera pas forcément le cas en début de saison de championnat du monde d'endurance pour Alpine et pour Lamborghini. En tout cas, on l'espère pour eux, mais on peut aussi penser que ça va être compliqué d'être tout de suite prêt face à des équipes comme Toyota, Ferrari, Porsche, qui a gagné Daytona et puis qui est une écurie qui a l'habitude de l'endurance, évidemment. Alors jouer la gagne, je sais pas, mais jouer les troubles faites, peut-être si on parle uniquement des 24 heures du Mans. Ouais. Je pense à Alpine et Lamborghini principalement. Peugeot, on n'en a pas parlé, Guillaume, de Peugeot. Est-ce que c'est une nouvelle voiture? Est-ce que on a beaucoup parlé de l'aileron, de l'absence d'aileron l'an dernier? Est-ce qu'il y en aura un cette année? Est-ce qu'on le sait déjà? Alors il y aura un aileron sur cette voiture, il va être quand même assez discret. En fait, le changement, il se voit pas trop sous la voiture. C'est que, si vous voulez, le gros souci de cette auto, c'est qu'elle avait des pneus à l'avant qui étaient un peu trop gros. Ils avaient du mal à mettre de l'énergie. Et quand on met de l'énergie dans le pneu, ils accrochent mieux. C'est un peu ça pour simplifier les choses. Et ils sont revenus à quelque chose au choix qu'a fait Ferrari, au choix qu'a fait Toyota aussi un peu plus tôt dans le règlement hypercar, de revenir à ces plus petits pneus à l'avant. Ce qui fait que derrière, il a fallu repenser en partie la voiture. C'était une question en fait de règlement qui a changé en cours d'étude de l'auto. Et donc là, Peugeot a mis la main au panier pour pouvoir retravailler cette voiture. Et là, en performance, pardon, mais elle à combien de pourcents elle est nouvelle, cette voiture? On va dire elle est à 50% nouvelle, parce que tout ce qu'il y a sous la carrosserie est globalement proche. C'est la même coque en carbone, ils en ont pas refait une nouvelle. C'est le même système électrique, c'est le même moteur, c'est la même électronique. Par contre, les flux aérodynamiques ont été revus. Toujours avec Jean-Éric Vergne? Toujours avec Jean-Éric Vergne et Loïc Duval et Michael Jensen. Le changement, c'est Stoffel Vandoorne qui vient remplacer Gustavo Menezes, ce qui fait que là, on entre vraiment sur des très beaux équipages. Gustavo Menezes, c'était très bien. Stoffel Vandoorne, avec son palmarès, sa carrière en F1, ses titres en Formule E, c'est plutôt une grosse référence.
Il y a un ancien de F1, Sartois, Sébastien Bourdet, chez Cadillac. Est-ce que l'an dernier, elle nous avait surpris cette voiture parce qu'elle était très rapide? Est-ce que cette année, Sébastien Bourdet, Marc, va pouvoir espérer jusqu'au bout être sur le podium et faire mieux que ça même? 19e participation aux 24 heures, si je me trompe pas. Alors pas toute en catégorie Rennes, évidemment, mais il y a quelque chose en fond de nous qui aimerait que ça se passe, évidemment. Alors après, il y aura tellement de concurrence cette année que c'est compliqué à prédire. Il aura une voiture rapide, des coéquipiers rapides, une équipe qui a l'habitude maintenant, avec la saison dernière, de l'endurance, un peu plus l'habitude, en tout cas plus d'expérience que les nouveaux arrivants. Il y a clairement une chance pour lui. D'ailleurs, on voit que, alors c'était pas celle de Sébastien Bourdet, mais il y a eu un podium l'année dernière de Cadillac. Donc ce qui montre qu'ils sont capables d'aller vite et de tenir 24 heures. Après, il faut que ça tombe sur celle de Sébastien Bourdet, et ça, on l'espère pour lui. Mais tout est réuni, en tout cas, pour qu'il ait le droit d'espérer une belle course. Ça fait 3-4 minutes qu'on parle et on n'a pas cité le nom de Ferrari ou Toyota. Surtout Toyota, quand même, qui était avant l'ère hypercar, évidemment, multiple vainqueur ici. Il y a un sentiment de revanche, forcément, chez Toyota. Il y a un sentiment de revanche et on s'est construit pour aller chercher cette revanche. José María Lopez descend, entre guillemets, dans la catégorie GT3. Il vient du Grand Tourisme, donc il aura cette expérience à apporter sur les Lexus. Lexus Toyota, c'est le même groupe dans les ventes de tous les jours. On a mis Nick De Vries, qui est un ancien pilote de F1, donc ça s'était pas bien passé avec Red Bull, enfin Toro Rosso pour lui, enfin AlphaTauri décidément, mais ça a tellement changé de nom, Visa Cash, cette année, voilà. Mais non, on met Nick De Vries dans la voiture, qui est quand même un très bon pilote. On a vu en endurance, c'est vraiment une pointure, et je pense que là-dessus, au niveau technique, on a aussi fait évoluer l'équipe. Pascal Vasselon est appelé à d'autres missions. On a mis David Foury, qui est beaucoup plus jeune, qui est un monsieur à succès, qui a fait quand même la plupart des voitures qui ont remporté des courses d'endurance majeures ces dernières années, chez Oreca, chez Toyota, mais également, ça se sait un petit peu moins, les Acura et l'Alpine. C'est lui qui a étudié les systèmes qui sont sur cette voiture. Enfin, c'est lui et ses équipes, évidemment. Ouais, et puis au-delà de l'esprit de revanche que tu évoquais, Jonathan, il y a surtout une connaissance ultime de l'endurance et des 24 heures du Mans. Alors l'année dernière, ils savent qu'on met jamais le champagne au frais. C'est exactement. Ils ont bien fait d'ailleurs l'année passée, mais ils perdent le centenaire l'année dernière. Alors ils sont champions du monde d'endurance, c'est une très bonne nouvelle pour eux, mais on trahit pas de secret en disant que c'était pas l'objectif de la saison, l'objectif premier. Évidemment, c'est un très gros plus, surtout avec le championnat du monde qui se développe en ce moment. Mais le but, c'est quand même de gagner Le Mans quand on s'inscrit dans ce championnat. Ils l'ont raté, donc ils auront l'esprit de revanche, mais au-delà de ça, ils auront surtout les capacités. Tu as cité quelques pilotes, Guillaume, mais au-delà de ça, il y a toute l'équipe derrière, tous les ingénieurs, etc., qui savent exactement comment faire pour gagner. Alors après, il y aura encore plus de monde que l'année passée. Je pense qu'effectivement, d'avoir gagné depuis 5 ans de rang, je crois, et de perdre le centenaire, ouais, je pense que là, ils reviendront avec une appétence peut-être un peu plus grande. Il y a une maîtrise sur cette voiture aussi qu'on a vu l'an dernier, c'est la chauffe des pneus qui va être stratégique. La Toyota, on a vu des Sebring l'année dernière. En quoi stratégique? Il y aura des couvertures chauffantes? Il n'y a pas de couverture chauffante et c'est une difficulté. On l'a vu aux 24 heures de Daytona, ça a été très intéressant de suivre cette course. Un pilote quand même très expérimenté qui est Kevin Hess, qui est pour moi l'un des meilleurs pilotes d'endurance actuels, qui se fait avoir en sortie de stand parce que ses pneus sont froids. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la voiture va aller tout droit. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'en parler avec Julien justement parce que ça a été l'enjeu aussi en LMP2 l'année dernière. Et donc, cette chauffe des pneus, plus vite elle est maîtrisée, plus vite elle est mise en place. Et si en plus, on n'abîme pas son train pour tout le reste de son relais, ah ben là, on a tout gagné. Et je pense qu'il y a 2-3 écuries qui ont cet argument. Toyota sait faire ça. Je dirais que Cadillac est très bon là-dessus. Et Toyota a gagné à Spa, alors pas que grâce à ça, notamment l'année dernière, mais c'est parce qu'ils ont choisi les bons pneus à la base. Il y avait une pluie fine. Tout le monde part en pneus un peu plus pour la pluie. Toyota décide d'y aller un peu prudemment, ils savaient ce qu'ils faisaient, mais on voyait que c'était beaucoup plus difficile de maintenir la voiture en place, mais ils ont les pilotes et encore une fois les ingénieurs pour savoir comment faire. Et au final, voilà, et puis au final, voilà, tout le monde part devant, et puis au bout d'une heure, ils repassent devant, et puis derrière, une fois que Toyota est parti, c'est très très compliqué d'aller les chercher, évidemment. On va parler du plateau de pilotes tout à l'heure, du GT3 aussi. Un mot quand même d'Alpine, messieurs, vous étiez à Enstone, en Angleterre, à l'usine, pour la présentation de cette voiture hypercar. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Elle est belle, hein, ça, je pense qu'on peut pas le contester, mais est-ce qu'elle est vite? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est rapide? Ça, il faudra voir dès le Qatar. Alors même si Philippe Sino, qui est le patron de Signatech, qui exploite la voiture, et Bruno Famin disent que le Qatar, ils ne sont pas à 100% prêts, ce qui peut être compréhensible. Encore une fois, elle a tout pour aller vite. Elle a des équipages très performants. Je pense que Guillaume sera d'accord.
Elle est magnifique, ça c'est sûr. Elle est très belle. C'est peut-être l'une des plus belles du plateau, même si les feux surtout, avec les livrets, ouais. oui, les feux arrière en A et puis évidemment on a toujours l'esprit un petit peu chauvin comme avec Peugeot, d'espérer qu'ils puissent jouer les premiers rôles. Après, entre vouloir et pouvoir, je pense que les équipes d'Alpine savent qu'il y a une énorme différence. Moi, je pense qu'il y a aussi une belle homogénéité dans les équipages. J'étais très fier des équipages. Tout à fait. Ouais. Et si la 36 paraît être la voiture numéro 1, pour moi, il n'y aura pas de voiture numéro 1, justement, parce que Milesi, Chatin et Habsbourg, c'est aussi des très très bons pilotes et en discutant avec les différents pilotes justement à Enstone, Chatin il me disait Ferdinand il nous a expliqué 2-3 choses quand même et on l'a vu en LMP2 il était très fort. Et Milesi ça va très vite. Et Milesi ça va très vite, on l'a vu aussi l'année dernière. Non, je pense que eux aussi, leur question c'est où est-ce qu'on se place par rapport à la chauffe des pneus. Encore une fois, je pense que ça va être le sujet qui va revenir par rapport à l'année dernière. Mais Chatin me disait nous notre crainte c'est de savoir comment on est par rapport aux autres. Petit indice. Celui qui a dessiné l'Alpine est aussi celui qui a dessiné la Toyota. Effectivement, ça te laisse songeur pour la suite. Le GT3, nouvelle catégorie qui fait son apparition aux 24 heures cette année. En quelques mots, c'est la disparition donc des GTE A mais Pro qu'on connaissait dans le passé. Lequel d'entre vous, messieurs, veut nous parler de ça? Allez, Guillaume. Alors le GT3, c'est une catégorie qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a été pensée, voilà, ça existe depuis 20 ans, ça courait en championnat FIA notamment, c'est des voitures que l'on voit sur les 24 heures du Nürburgring, que l'on voit à Daytona depuis quelques années, qu'on voit en championnat du monde Grand Tourisme, qui est un championnat organisé par la FIA, ça s'appelait la Blancpain Endurance Series à une époque, on les voit aux 24 heures de Spa, donc ça existe depuis quelques années. C'est un règlement qui a été pensé autour d'une approche qui s'appelle la compétition client, c'est-à-dire que les constructeurs vont étudier une voiture, mais c'est pas eux qui vont la faire courir. Ils s'attirent les services d'une équipe. Alors, on en connaît quelques-unes chez nous. En l'occurrence, par exemple, Lexus, ce sera une écurie française. Ouais, c'est Acodis Sofrev ASP Acodis ASP, pardon. Sofrev ASP, c'était l'ancien nom, de Jérôme Polican. Il y a l'équipe WRT qui a gagné notamment avec Audi pendant quelques années, qui est maintenant avec BMW. Et donc, ce sont des équipes extérieures qui vont faire courir ces autos. Ce sont des voitures aussi qui ont été pensées pour les pilotes un peu moins expérimentés. Donc, il y a un système d'anti-patinage, un ABS, comme sur votre voiture, qui peut être déconnectable. Il est important de le noter. Beaucoup le déconnectent d'ailleurs. Mais voilà, ce sont des voitures un petit peu moins chères aussi à produire que les GTE, puisqu'on était se rapproche beaucoup des voitures de série aussi. On est sur la base des voitures de série, tout à fait. Et derrière, pour limiter les coûts, tout le monde a les mêmes types de pneus. Avant, il y avait des pneus prototypes sur les GTE. On avait des coûts de développement qui étaient quand même assez forts. Là, vraiment, on réduit les coûts. C'était la volonté de passer en GT3. Ouais, et puis là aussi, il y a un plateau qui est assez fou, hein, avec des retours. Je pense notamment à McLaren qui va revenir en GT3. Ça devrait être quand même très sympa. Alors, l'historique est mitigé au Mans, mais ce sera aussi l'occasion de redonner les lettres de noblesse un peu à cette écurie-là. Guillaume a cité Lexus aussi, qui revient. Alors, c'est des voitures qu'on avait l'habitude de voir. C'est comme Aston Martin qui a déjà roulé à Daytona. Mais la voiture, je la trouve très belle aussi. Dans le plateau, on parle beaucoup de l'hypercar. Et à juste titre, il y a 23 voitures, ça va être incroyable comme bataille. Mais en GT3, je pense que c'est là aussi où on a eu les courses les plus folles les précédentes années, quand c'était encore... GTE, quand les derniers tours se battent, on a souvenir, je sais plus exactement quelle année, donc en 2017, quand il y a la Corvette et la Aston Martin. Je voulais pas prendre le risque de la date, mais c'est celle-là que c'était incroyable ce finish, c'était fou. Et ça, on l'a pas vu en hypercar, en tout cas récemment et à ce point-là en fait. Donc ça sera aussi une course dans la course, on pourrait dire, mais qui va être fantastique à suivre. Tous ces constructeurs-là vont apporter aussi de l'utilité à cette course-là. Mais Guillaume, est-ce qu'il y aura toujours des pilotes amateurs et pros dans ces voitures ? C'est l'objectif aussi de ce championnat. Il est imposé d'avoir un pilote, ce qu'on appelle un pilote bronze. Ce sont les pilotes à vraiment gentleman driver, comme on dit. Il y a quelques Français. Il y a un Sartois, il y a Arnold Robin qui fait partie de ces pilotes bronzes. Il y a François Hériot qui est chez Ferrari. Et ce sont des pilotes qui ont un métier à côté. Et qui ont moins d'expérience que par exemple Julien, qui lui aussi est considéré comme qui fait partie de ces gentleman drivers qui ont un métier à côté. Ils sont pas entre guillemets rémunérés par leur activité de pilote. Mais Julien a plus d'expérience. Il a fait une partie de sa carrière. Il pourra peut-être nous expliquer ça tout à l'heure, mais il a fait une partie du processus pour devenir professionnel avant de s'orienter vers une autre carrière. Mais c'est des pilotes un peu moins expérimentés justement que Julien, beaucoup moins même. Et c'est des pilotes qui vont être recherchés aussi parce que c'est un peu une mine d'or un peu d'avoir un bon pilote bronze. Et il y en a des très bons. Je pense à Amada Larty qui va aussi très vite. Pour prendre une expression qui marche bien en ce moment, les bronzes valent de l'or en ce moment. Ouais, pas mal.
Bon, du coup, je peux pas ajouter quelque chose après ça. On a cité quelques noms là sur les 186 pilotes. On en connaît une partie. On peut dire quoi de ce plateau cette année de pilotes, Guillaume? Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce plateau, c'est que la plupart des équipages sont vraiment équilibrés. Il y a une possibilité, notamment quand on regarde la liste des engagés, qu'on soit peut-être même à 24 voitures en hypercar, si Proton, avec un petit jeu de passe-passe, peut mettre sa voiture qui est première suppléante, on pourrait se retrouver quand même avec un plateau où on a Sébastien Bourdet, Romain Dumas, Jenson Button, comment il s'appelle, Antonio Giovinazzi, enfin, que des très bons pilotes. Alex Palou, qui est quand même double champion IndyCar, qui, pour moi, est vraiment un pilote qu'il faudra surveiller de très près sur ces 24 heures du Mans. Richard Westbrook, pour rajouter, je pense aussi à Dixon, Scott Dixon, sur le Cadillac numéro 3, tout ça, c'est des extrêmement bons pilotes. Vraiment, je vois pas beaucoup d'équipages, à part, je vais être un peu dur avec eux, à part sur Isotta Fraschini, je ne vois pas beaucoup d'équipages où il y a des pilotes qui sont un peu moins bons que les autres. Et c'est ce qui me fait dire que dans ces 24 heures du Mans, probablement, s'il n'y a pas trop de faits de course, on devrait avoir des 3 trains de voitures qui vont se rouler les uns derrière les autres en 2-3 heures jusqu'à la première neutralisation, les premières erreurs. Mais ça va être vraiment très serré. Et puis il y a tous ces pilotes effectivement que tu as cités. Il y a Romain Grosjean aussi qu'on pourrait mettre dans la liste sur la deuxième Lamborghini, celle qui n'est pas engagée en championnat du monde d'endurance et qui a été invitée 24 heures, pour les 24 heures. Et puis alors évidemment, on parle pas forcément de niveau de pilotage, mais c'est un très bon pilote, mais Valentino Rossi qui sera là sur BMW en GT3. C'est le people de l'année, puisqu'on n'a pas Michael Fassbender pour l'instant. Pour l'instant, oui, mais il y a Julien Canal, mais on en reparlera, je crois. mais je vois pas un pilote qui pourrait prendre sa place de star de ce peloton de pilotes. En fait, à Valentino Rossi, pour avoir connu et discuté avec des personnes qui étaient sur des courses où il était, c'est encore autre chose que Fernando Alonso dans le paddock quand il était venu. C'est vraiment la Rossimania, c'est ça, quoi. Il est suivi par une 60aine de journalistes tout le temps. Il y a une aura, il se passe quelque chose quand il arrive. Et puis ça va attirer aussi un public nouveau 24 heures. Alors bon, les places, il y a plus de place. Donc j'espère que les fans de Rossi les ont pris à temps. Mais enfin ça, je trouve ça fantastique parce que c'était très bien d'avoir. C'est même super d'avoir des pilotes comme Patrick Dempsey, etc., qui venaient un peu en dehors de l'auto. Là, il vient du sport mécanique et c'est super de l'avoir pour la première fois 24 heures. Équipage féminin, on en est où, Guillaume, cette année? Bien, on a un petit changement par rapport à l'année dernière, donc plusieurs petits changements, mine de rien. Elles sont sur une Lamborghini, puisque Iron Lynx est maintenant associé avec Lamborghini et en hypercar et en GT3. Ça va être bien aussi d'avoir une Lamborghini en GT. Ça va être sympa. Ouais. C'est avec un moteur V10, ça va bien chanter, effectivement. Mais sur cette voiture, on a un petit changement, c'est Dorian Pain qui vient remplacer Raël Frey. On connaît la vitesse de pointe de Dorian. Ouais. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Pocket Rocket. Je pense que si la Lamborghini marche bien, et à Daytona, on a vu qu'il y avait quand même encore des choses à améliorer sur cette voiture. Si la Lamborghini est dans le coup, très franchement, il n'y a pas de raison qu'elle ne se batte pas pour la victoire. L'an dernier, ça a failli le faire. Donc, et puis parce qu'à côté, c'est quand même Sarah Bovy et Michel Gatting, c'est pas non plus. Il y a de l'expérience. Voilà. Et Dorian a l'expérience d'une première année au Mans qui s'est certes pas bien finie pour la LMP2, mais avant que ça ne s'arrête, elle avait tout bien fait. Elle avait bien compris la difficulté de l'événement en termes de mental, en termes de conscience aussi de ce que c'est, parce que c'est un monument, c'est 24 heures du Mans. Ouais, elle avait été quand même surprise par c'était le centenaire aussi, ça a peut-être été un peu différent, mais par l'engouement qu'il y avait autour de la course, ça l'avait quand même. Je sais pas si ça l'avait perturbé, parce qu'effectivement les temps autour étaient très bons, mais ça l'avait. Cette surprise-là, elle ne l'aura pas cette année. Je pense que c'était du jamais vu ce qu'on a eu l'année dernière, ce qu'on a eu l'année dernière. Ce sera du jamais vu ce qu'on aura cette année. Et Lilou Boadou qui a brillé sur le WEC l'an dernier, qui a remporté une épreuve du championnat du monde. Est-ce qu'elle sera là cette année pour l'instant? Alors ça me paraît un petit peu compliqué pour l'instant. Mais quand on regarde la liste des engagés, il y a 5 Ferrari en catégorie GT. Lilou est en GT actuellement et au Japon notamment. Elle est pilote Ferrari. Elle n'a pas de volant. Il y a des places libres sur les voitures en GT. Je pense qu'à un moment ou à un autre, chez AF Corse, on sait mettre ses pions dans les bons paniers. En route pour les 24 heures, c'est le nom de notre nouveau podcast vidéo et audio. On parle de l'actu de la course. Notre invité Julien Canal sera dans quelques secondes avec nous. Juste un mot sur le prologue à Doha au Qatar. Guillaume, tu y seras? Alors, au prologue, non, mais je pars pour la course. Il va y avoir beaucoup d'enseignements à avoir, non pas sur la performance pure des voitures,
Moi, ce que je conseille de regarder, c'est ce qui va se passer dans les stands, ce qui va se passer dans la chauffe des pneus et dans l'usure des pneus, parce que Doha va être un circuit Très abrasif. très abrasif, tout à fait, avec beaucoup de virages, donc il va y avoir beaucoup d'usure, notamment en GT. Il va être intéressant de voir le comportement des nouveaux pneus Goodyear, parce qu'ils ont changé de manufacturier de pneus. Puis après, effectivement, la chauffe des pneus, comment se comportent les équipes pour l'instant. À Imola, à Spa, on aura plus de réponses sur la performance pure des voitures, même si avec la BOP, tous les potentiels sont entre guillemets nivelés pour être équivalents. Donc, mais on verra, on aura une première idée. Voilà. Il y aura 36 des 62 voitures à Doha, c'est ça? 37. 37. Lui a eu le temps de chauffer ses pneus justement. C'est Julien Canal qui est avec nous. On a parlé de vous déjà au travers des propos de Guillaume. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Et merci beaucoup d'être là pour cette grande première. Vous visez une 15e participation cette année aux 24 heures. Où est-ce que vous en êtes? Votre nom malheureusement n'est pas dans cette première liste. Exact. Je suis en contact avec encore deux à trois équipes. J'ai souhaité cette année ne pas m'inscrire trop tôt dans ces programmes puisqu'il y a eu une vraie frénésie. J'ai fait pour ma part beaucoup de contacts à la dernière course du WEC quand je roulais pour Alpine, beaucoup de contacts avec les équipes, que ce soit en GT ou en LMP2. Il y a eu beaucoup déjà d'échanges et les places ont été chères et ont été prises d'assaut. Donc voilà, on a évité un peu ce tumulte-là. Puis moi aussi, comme l'a dit Guillaume, j'ai ma carrière aussi professionnelle qui me prend beaucoup de temps et qui est forcément essentielle à ma vie professionnelle et familiale. Donc, il a fallu que je me concentre vraiment là-dessus. Ça a été compliqué. Il y a eu une période un peu difficile pour la recherche de volants. Et puis là, ça s'est relancé. Et on a toujours ça depuis des années. J'ai eu la chance d'avoir des volants très tôt pendant pas mal de temps. Mais là, j'ai souhaité un peu attendre. Les prix aussi, parce que moi, on l'a dit, je suis un pilote, on va dire, pro-amateur. Même si j'ai suivi un cursus pro, voilà, c'est pas je suis pas rémunéré du sport auto, donc faut que je trouve des partenaires et des sponsors, et puis une partie aussi perso. Donc les prix ont augmenté encore cette année. C'est compliqué, on le sait, hein, les matières premières coûtent plus cher. Pour les équipes, c'est plus cher aussi. Les engagements, il y a beaucoup de choses. Voilà, à titre d'information, je sais que chez Panis Racing, d'une année sur l'autre, les prix ont été augmentés d'à peu près 200 000 € sur le budget de l'année. Donc, on n'est pas loin de 10% d'augmentation. Donc, l'air de rien, ça impacte beaucoup les volants des pilotes pros et amateurs comme moi. D'ailleurs, les pilotes professionnels amènent aussi du budget dans pas mal de catégories, même en catégorie pro, l'air de rien. Donc, voilà, c'est compliqué. Maintenant, il y a deux opportunités. Il y a encore, on l'a vu, des voitures qui sont pas complètes dans la liste. Ouais. Voilà, je fais partie des gens qui sont encore dedans, dans des belles équipes, des beaux challenges. Ça bouge beaucoup. La liste j'ai été contacté pour essayer justement qu'on puisse aussi mettre mon nom dans la liste des pilotes pour les 24 heures du Mans, mais du coup ça s'est pas fait. Il y a encore des pilotes bronze qui doivent se décider. Donc je fais partie aussi des gens, des silver, voire même des pros, qui attendent aussi la décision des bronzes, que les bronzes aussi amènent une bonne partie du budget dans les programmes où il faut un silver et un bronze. Donc voilà, il y a des beaux contacts sur des voitures qui sont en lice pour gagner ou en tout cas faire un podium sur les 24 heures du Mans. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'attends une proposition qui soit vraiment aux petits oignons parce que après 14 participations, j'ai envie de le faire comme il faut pour concourir pour la victoire ou au moins le podium. Donc on attend un peu. D'autant qu'il y a une petite frustration avec la dernière participation avec Alpine. Alors ça c'était pas non plus une catastrophe, mais vous disiez que c'était la première erreur que vous faisiez c'est vrai. Au Mans et qu'elle a coûté assez cher. Je l'ai vu d'ailleurs dans le livre de l'ACO. Voilà, j'étais en photo avec la voiture abîmée devant, c'est sympa. Non, c'est une première erreur durant ces 14 dernières années. Évidemment, ça a coûté cher puisque du coup, ça nous a décalé d'un tour. Maintenant, je préfère aussi parler de performance globale puisqu'à un moment donné, quand on est dans les teams de tête avec une vitesse, que ce soit sur un tour ou que ce soit globalement très rapide, des erreurs comme ça, tout le monde en fait, y compris les pros. On a vu énormément de voitures. D'ailleurs, moi, le film des 24 heures du Mans m'a permis de voir que énormément de pilotes professionnels étaient partis à la faute. C'était pas mon cas avant cette immobilisation parce que j'avais gagné beaucoup de temps. J'étais très à l'aise avec les pneus slick sous la pluie battante, où j'ai vu pas mal de mes coéquipiers et d'autres voitures qui sont partis à la faute. Voilà, moi, ça a été au restart. Et j'avais pas mal de pression. Je crois même qu'on a plus ou moins pris la tête du LMP2 avec ce restart et le fait qu'on m'ait laissé sur la piste rouler avec ces conditions incroyables en pneus slick. Donc, pas de pneus dessinés pour la pluie. Voilà, une petite faute. On a perdu un peu de temps, mais bon, en même temps, c'est les 24 heures du Mans.
C'est comme ça. Et puis la performance n'était pas là globalement. Donc, on finit au pied du podium avec aussi l'abandon de quelques belles voitures qui étaient devant nous. Ouais, c'est un regret, c'est une petite faute, mais bon. En dernier, Julien, vous étiez en LMP2. Est-ce que cette année, vous recherchez en LMP2 ou vous seriez prêt, comme au début de votre carrière aux 24 heures du Mans, à revenir en GT maintenant qu'il y a une nouvelle catégorie? Alors, j'ai eu quelques propositions en GT, notamment chez McLaren. Ça, c'était plutôt intéressant. Par contre, les budgets étaient démentiels. Ça représente quoi un peu? Alors, j'imagine que vous pouvez pas dire à l'euro près, mais s'il y a une je peux parler de budget global. Oui. Je peux parler de budget global pour les voitures. On sait qu'un championnat du monde WEC coûte aux environs de 3 200 000, 3 500 000 euros pour toute la voiture, pour toute l'année. Tout le championnat, avec les 24 heures du Mans y compris. Et puis un championnat ELMS plus les 24 heures du Mans, on est plutôt aux alentours de 2,2 millions, 2,4 millions. Ça, c'est pour toute la voiture. Maintenant, il y a des budgets vraiment très disparates. Quand il y a un bronze qui est... En fait, le sport auto, c'est assez simple. Plus on est vite, moins on paye. Voilà. C'est un peu direct, mais c'est un peu ça. Donc le Julien Canal de 2024, il paye beaucoup? Le Julien Canal de 2024, il paye pas le prix normal, donc ça va, j'ai encore une bonne cote auprès des équipes. Maintenant, ça reste des budgets qui sont quand même qui sont plutôt même très élevés. Mais voilà, moi, pour être clair, impossible pour moi d'amener 1 million d'euros. Si j'avais 1 million d'euros, en fait, j'aurais eu les portes ouvertes à peu près partout. Ça, c'est une chose. Donc, j'ai pas ce budget-là. Avec les sponsors, avec ma petite partie perso, les sponsors, on n'arrive pas à ça. Maintenant, avec l'expérience que j'ai et puis mes 3 victoires aussi en championnat du monde WEC, j'arrive à négocier des beaux volants. J'ai bien fait d'attendre parce que j'ai gagné 20 à 30% sur mes propositions entre le mois d'octobre et le mois de janvier, février. Et pour des équipes pas des moindres, des équipes qui sont prêtes à challenger la victoire, voire même le podium aux 24 heures du Mans ou en ELMS. Et puis pour le GT, non, j'ai pas mis ça de côté. Puis je l'ai toujours dit, on se connaît depuis longtemps avec vous, messieurs. Moi, ce qui compte, c'est la victoire pour moi, et puis c'est le podium. En tout cas, avoir une voiture pour challenger le podium. Ça, c'est l'essentiel. Et puis les GT, je pense pas que ce soit les GT. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais les GT, avec laquelle j'ai gagné la Corvette en 2012, ça va beaucoup plus vite maintenant. On était plus aux alentours des 4 minutes. Là, on est quand même descendu beaucoup. C'est des belles GT. Elles ont beaucoup d'aéro. Elles ont des moteurs incroyables. Donc, c'est des belles voitures. Ça se rapproche presque un peu des prototypes. En passage de vitesse, je crois que là, même en LMP2, on a beaucoup de mal à les doubler maintenant. Donc, c'est des beaux programmes. On parlait tout à l'heure d'Alpine. Vous avez vu la transition de l'intérieur vers le projet Hypercar. Ça s'est passé comment? Vous aviez accès un petit peu à ça ou pas du tout? On a eu accès, nous, tout au long de l'année 2023, puisqu'on a eu en live les premiers développements, le premier démarrage avec une partie de l'équipe où on était tous très fiers d'ailleurs, parce que c'est quand même un événement. C'est un moteur, je crois, qui est issu de la monoplace. De la Formule F2, voilà. Donc il y avait beaucoup de mise en place. On a parlé du châssis. Donc le châssis, en fait, c'est pas la nouveauté. Le châssis, on sait qu'il marche, on sait qu'il gagne des courses, pas forcément avec l'étiquette Alpine, mais on sait qu'il a été éprouvé et qu'il est très rapide. On a plus de peur, en tout cas plus de développement à faire sur le moteur ou sur la combinaison. Un moteur, c'est une chose, il peut être très performant. Le châssis aussi. Maintenant, l'assemblage des deux, c'est toute une mécanique, toute une dynamique autour de ça. On a parlé de la chauffe des pneus, c'est hyper important. Je pense que la voiture, évidemment, elle va être performante. Maintenant, est-ce que ça va être fiable? Est-ce que ça va être fiable sur les 24 heures du Mans? Nous, on l'a vu un peu de l'intérieur en LMP2. Les équipages se sont constitués. J'ai même été d'une partie un peu interrogé sur les pilotes, parce que moi, je les connais tous très bien. Puis pour beaucoup, ce sont des amis. D'ailleurs, ce sont quasiment tous des amis. Je crois que celui que je connais le moins bien, c'est Ferdinand Habsburg. Même si on s'est battu sur la piste en ELMS quand j'étais chez Panis Racing et lui chez WRT. En tout cas, c'est tous des potes, c'est tous des amis, c'est tous des pilotes extrêmement rapides. Il y a un gros potentiel. On a vu que les équipages étaient... Moi, j'aurais pas forcément mixé comme ça. D'ailleurs, on m'a posé la question. J'ai été à Dubaï, j'ai été à Abu Dhabi sur la dernière course de Formule 1. Et Monsieur Famin m'a posé la question, ce que j'en pensais. Je lui ai donné mon avis. C'est très... Il y en a des pilotes très différents. Et puis, mais n'empêche que très rapide. Utilisé comme ça, vous auriez le droit de nous dire ce que vous avez dit à Bruno Famin? De toute façon, ils le savent, les pilotes, ce que je pense d'eux. Et puis, c'est des potes. Il y a des pilotes qui sont beaucoup plus expérimentés. Ça, c'est pas une nouveauté. Je parle de Nicolas Lapierre, de Mathieu Vaxivière,
C'est les pilotes qui ont déjà fait de l'hypercar ou du LMP1, privé ou pas privé d'ailleurs, parce que Nicolas Pierre, il a été pilote Toyota quand même. Et puis nous, on se connaît depuis qu'on a 13-14 ans au karting. C'est des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, qui savent mettre au point une voiture, qui sont très très fins sur les réglages. Et puis à côté de ça, on a des pilotes, je pense, qui ont moins d'expérience. Sur le papier, ça se voit. Paul Louchatin, qui a une rapidité incroyable. Charles Milesi, dingue aussi. Ferdinand, qui a un peu les deux, je pense, une constance et une rapidité aussi assez folle. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a la rapidité, il y a l'expérience, il y a le poids. On parlait de Dorian Pain, évidemment, elle est très rapide, ça ne l'empêche pas. Mais j'ai une petite info à vous donner aussi là-dessus. Max Verstappen est intéressé pour faire les 24 heures du Mans, mais pas tant qu'on aura réglementé le poids, puisque ça joue énormément. Je peux en parler, puisque moi j'ai discuté avec David Fleury là-dessus. Avec le ratio poids-puissance de la LMP2, on est sur à peu près 12 kilos égale entre 2 et 3 dixièmes. Moi, j'en pèse 79 en dessous, mais sans combinaison, sans rien, bon, pratiquement tout nu. Alors qu'avec des pilotes comme Dorian Pain ou voire même Charles, on est plutôt aux alentours des 50 kilos. Je vous laisse faire le calcul. Sur un circuit standard, ça fait une demi-seconde. Et sur un circuit comme Le Mans, ça fait plus 7 dixièmes. C'est-à-dire qu'il faudrait faire quoi pour changer ça? Peut-être un average, un poids médian sur 3 pilotes, parce que j'imagine mal mettre du ballast en fonction de chaque changement de pilote. C'est possible, mais c'est compliqué. Si on peut se dire qu'on dit qu'avec le poids équipé complet, on se dit 75 kilos en poids médium pour les 3 pilotes, je pense que c'est pas mal. Et d'ailleurs, donc Max Verstappen, par l'intermédiaire de Norman Nato, il m'en voudra pas si je le dis. Max a dit non, mais il est déjà grand. Et il pèse son poids, même si lui il fait un régime et il est très fit pour la Formule 1, il n'est pas 50 kilos Max. Donc il le fera que quand ce sera vraiment aux petits oignons pour lui et qu'il n'aura pas 2-3 dixièmes dans la vue par rapport à des pilotes comme Dorian, comme Charles ou d'autres. Et ce sera en GT qui sera intéressé de faire une équipe. Je crois que lui il est intéressé pour la gagne. Ouais. Mais je crois qu'il sera plus intéressé pour le proto que par le GT, mais bon. Première édition quand même de notre podcast, une information exclusive. Quand même, on fait bien. J'en ai plein d'autres, mais allez-y, faites-nous plaisir. Je suis confiant pour Alpine, il y a plein de choses et puis on aura l'occasion d'en discuter sur plein de détails. Mais est-ce que la possibilité d'avoir un volant dans cette hypercar, à un moment, elle s'est présentée pour vous? Elle s'est présentée très légèrement sur Alpine. Quand on a eu à un moment donné des doutes sur aussi l'homogénéité et l'expérience des pilotes. Pour vous donner un détail, en fait, disons quand je suis dans une bonne forme ou en tout cas quand la voiture va bien et que tout va bien. D'ailleurs, par rapport à la chauffe des pneus, ça aussi c'est sympa. Je l'avais cité dans un article et ça a plu à pas mal de gens parce que on sait aussi que j'ai pas trop de langue de bois là-dessus. On m'a demandé à la dernière course du WEC de faire attention aux pneus, de faire attention à l'essence. C'est vrai que ça c'est hyper important pour faire un relais constant. La chauffe des pneus, c'est primordial. On n'a pas été super opti sur toute l'année avec Alpine, mais on l'a bien compris à partir du Mans. On m'a demandé de faire attention à l'essence, faire attention aux pneus. Et j'ai dit, écoute, moi, à un moment donné, il faut que je montre aussi mon potentiel. Je me suis beaucoup laissé aller, j'ai beaucoup laissé mes pneus neufs, j'ai beaucoup économisé d'essence, on a beaucoup fait de la stratégie tout au long de l'année. Écoute, dernier relais de la dernière course à Bahreïn, je fais tout donner. Là, il va falloir qu'à un moment donné, je pousse à fond et que je vois vraiment mon potentiel par rapport au pilote pro. Et j'étais donc entre 3 dixièmes 5 et 3 dixièmes 8, en moyenne, un peu plus lent que Mathieu Vaxivière, qui est 10-11 kilos plus léger que moi, et sur le meilleur tour aussi. Donc c'est là que je me suis dit, bon, même à 41 ans, je crois que j'ai encore une carte à jouer. Si je suis qu'à 3 dixièmes et demi au tour des pros, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est aussi l'argument du temps comme ça au tour, elle est aussi importante que ça, même en endurance. Elle est hyper importante. En fait, si vous voulez, c'est ton CV en fait. C'est votre CV. C'est mon CV. Les ingénieurs qui sont pas sur place ou qui sont sur place d'ailleurs, ok, il y a plein de conditions. Il y a qui met les pneus neufs, qui fait quoi à tel moment. Donc on va tout regarder. Il y a un listing qui s'appelle B-Pilar, qui est consultable par tout le monde. Il y a tous les temps de chaque tour, de chaque relais, de chaque course de toute l'année. Donc, à un moment donné, quand on nous demande, fais attention à ci, fais attention à ça. En fait, tout l'enjeu est, que ce soit pour les pilotes amateurs comme moi, un peu moins, ou pour les pilotes pro encore plus, est-ce que je respecte les consignes d'équipe à la lettre? Ou est-ce qu'à un moment donné, je dis, ok, moi aussi, sur mon CV et sur ma carte de visite, on va voir que je suis vite ou on va voir que je fais le jeu de l'équipe? Mais à un moment donné, il faut mettre tout ça dans la balance en disant, je fais attention aux pneus ou je montre à tout prix que je suis vite.
Ok, ça c'est toute la question. Moi je l'ai fait sur le dernier relais de la dernière course, qui à un moment donné il fallait que je montre aussi ce dont je suis capable. Et puis pour les pilotes pro, il faut jouer le jeu de l'équipe évidemment et du résultat, mais il faut aussi qu'ils se montrent. Même dans une seule et même équipe, les premiers concurrents c'est les coéquipiers. Tu parlais de l'expérience qui est prédominante en endurance. Il y a cette chauffe de pneus justement qui est importante. Est-ce que tu pourrais nous décrire à quel point c'est compliqué de piloter une voiture quand on sort des stands avec les pneus froids? Parce que je pense que c'est assez important de se rendre compte à quel point c'est difficile de ne pas avoir les pneus chauffés. On entendait parler de patinoire par certains. Exactement, on est sur du gel. Écoute, moi j'ai été habitué évidemment depuis tout jeune en karting et puis après en Formule Renault, en Porsche Cup, etc. On n'avait pas de couverture donc ça paraissait un peu normal. On a été très bien habitué et même en termes de sécurité, avoir les couvertures chauffantes c'est juste incroyable. On part avec des voitures qui sont pas des Formule 1, donc elles ont quand même un poids, même si elles pèsent 1 tonne plus ou moins, c'est lourd. Ça fait des chevaux, on arrive à plus de 320-330 km/h au Mans. J'étais pas du tout favorable au fait qu'on enlève les couvertures chauffantes parce que je trouve que en termes d'écologie, on a beaucoup de choses à faire et notamment sur la consommation de tous les jours qui n'ont rien à voir avec le sport auto. On est aussi l'image et au Mans, on est un laboratoire pour le côté écologique, mais je trouve que c'est pas là-dessus qu'on va gagner plus. Je suis pas sûr que ce soit avec des petits groupes où on met un peu d'essence dedans, qui chauffe les cabanes à pneus. Je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, notamment sur la publicité, l'allumage des spots halogènes. Bref. Faut éteindre la piste la nuit? On a des feux maintenant qui sont à LED incroyables sur les voitures. Moi, quand j'ai concouru mes premières 24 heures du Mans avec les feux jaunes en GT, c'était autre chose. Hein. C'était hyper dur. Là, honnêtement, c'est beaucoup plus facile. On verra quelles économies on a à faire, mais pour revenir sur la chauffe des pneus, c'est tellement difficile, c'est tellement périlleux, et notamment, je pense à mes amis, à mes potes de l'hypercar qui sont dans l'hypercar, on le voit. Hein. Si tu veux, dès Sebring l'année dernière, première course, Sebring, piste difficile, hyper bosselé. Nous, on avait fait le 4e temps, on était plutôt très perfo. Les 4-5 premiers tours, moi je faisais partie du pôle de tête puisque après le départ j'ai perdu 1 place et j'étais dans les 5 premiers. D'ailleurs j'étais en lutte avec les pilotes pros. Les dernières hypercars nous gênaient et on les voyait qui étaient vraiment en difficulté. Je parle de difficulté, je parle de gros survirages, difficulté de garder la voiture sur la piste, ça partait à droite, à gauche. Évidemment, ils ont un moteur un peu plus puissant. Il y a pas beaucoup de technologie sur les voitures, donc en ligne droite, ça allait mieux. Mais dans les virages, ils avaient une grande difficulté. Et je pense que quand les pilotes se plaignent pro, et pour certains qui viennent de la Formule 1, et pour pas mal d'ailleurs, hein, et qui ont une expérience incroyable en hypercar, on a dit non, mais pour se faire plaindre, entre guillemets, hein, ils ont fait un mauvais choix de pneus à Spa. Ils ont fait un mauvais choix. Et puis de toute façon, ça chauffe pas, mais vous vous habituerez. Ça, c'est pas possible. À un moment donné, ok, je comprends l'organisation, je comprends le côté de l'écologie, je comprends la communication. C'est hyper dur. Et en plus, c'est dangereux. Mais ça dure combien de temps, cette difficulté au Mans, par exemple, sur le... À chaque fois qu'on fait le plein de la voiture, complète, déjà l'hypercar est plutôt lourde, on fait le plein complet, les pneus sont froids, c'est très... Alors, au Mans, c'est différent, parce qu'en plus, le Mans, il y a les très grandes lignes droites qui font refroidir les pneus. Sur un circuit sprint, ça peut être périlleux pendant 2-3 tours, compliqué, 2-3 tours, 4 tours. Déjà beaucoup, mais ça va. Au Mans, on l'a vu quand il y a des slow zones, même une fois que les pneus sont un peu chauds, on peut perdre la température parce qu'il y a un ralentissement, parce qu'il y a une slow zone, il y a différents arrêts sur la piste. Et alors, je parle pas du safety car qui, là, du coup, est à 80 km/h. Il se peut que la piste soit relancée green, vert. Si l'équipe a décidé que le pilote, même s'il est pro, et qu'il a un palmarès incroyable, s'il reste sur la piste, il peut être en dehors de la zone de la température pendant toute sa fin de relais. C'est-à-dire qu'il peut passer 5, 6, 7, 8 tours, 10 tours à être sur des œufs avec sa voiture. Et des fois, il y a même des équipes qui prennent le parti de se dire, on rentre, pneu neuf, à la limite, il y aura quand même une certaine couche du pneu qui est neuf, même s'il est froid, mais il sera toujours un peu plus perfo qu'un pneu qui va être un peu usé et où on va vraiment avoir des difficultés pour le faire chauffer. Quelles sont les stratégies pour les faire chauffer des pneus? On les voit faire des zigzags, mais il n'y a pas que ça. Alors en fait, le pneu, moi je peux parler du Goodyear, mais les pneus, il faut éviter de trop les stresser. Alors stresser le pneu, c'est-à-dire que si on fait des S comme ça très violents, bon on l'a vu, alors ça n'a rien à voir, mais on a vu Romain Grosjean en F1, on l'a vu stresser le pneu comme ça, essayer de faire une chauffe intensive en mettant du frein sur l'avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini dans le mur.
Et pourtant, c'est Romain Grosjean, une expérience incroyable et c'est un très très bon pilote. C'est la faute d'Ericsson. Oui, ça doit être ça. Non, c'est très difficile à chauffer, donc il faut ce qu'on appelle faire beaucoup de longitudinal, donc c'est-à-dire faire beaucoup d'accélération, de frein, donc faire vraiment basculer la voiture d'avant en arrière. On prend aussi moins de risques à faire ça, hein. Il faut jouer beaucoup sur les freins. On prend même le risque des fois un peu de glacer les freins et de surchauffer les freins, parce qu'en fait, on fait de l'accélérateur et on fait du frein en même temps. Donc accèle, frein. Stresser le pneu, on peut faire des zigzags, mais pas trop. Parce qu'en fait, lui faire monter d'un seul coup en température le pneu, ça va trop le stresser, ça va chauffer beaucoup la surface, pas forcément la carcasse, et c'est pas bon. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est garder beaucoup de température sur les freins, parce que le frein fait partie de toute la partie avant de la voiture. Le frein chauffe le moyeu, chauffe la jante, qui chauffe le pneu. Et ça, c'est le moyen le plus sûr de garder un pneu en température sans trop le stresser, pour que le pneu, après, il délivre le maximum de sa capacité. Donc il n'y a pas de recette miracle, en fait, il faut du temps. C'est très compliqué. Il y a pas de recette si tu pour veux, faire on est déjà en train de regarder la température moteur, la température des freins, la température de pneus, la pression des pneus. On nous dit à l'oreille, ok, fais ci, fais ça, avant, là, faut que tu chauffes un peu plus les avants, fais comme ci. On change un peu la balance des pneus pour chauffer plus d'avant en arrière. Donc du coup, on est en train de faire des zigzags, du longitudinal. L'ingénieur nous dit, ok, là, t'es pas encore assez haut. Attention, il reste 3 tours. Mets un peu plus d'énergie. Et quand on arrive vraiment à bien le faire, des fois, on transpire. Enfin, je veux dire, faut faire beaucoup de choses. Ouais, c'est quand même dur. Il y a beaucoup d'infos à prendre. Et donc, voilà, on est toujours connecté avec les ingénieurs pour savoir si on a la température cible dans les pneus. Ah, messieurs, c'est passionnant ce débat sur la chauffe des pneumatiques, mais il faut aussi que on avance. On va évoquer je vais y arriver, hein, votre préparation athlétique, Julien. Là, quand on n'a pas de volant pour l'instant, pas de certitude, est-ce que malgré tout, il faut physiquement être capable, si on nous appelle, de tenir le rythme? Ça se passe comment? Racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, on va dire que la seule petite pause, je pense que comme tous les pilotes, hein, que ce soit pro ou pour moi, c'est on va dire les fêtes de Noël. Quoique pour les pilotes qui font Daytona, ça arrive très très vite. Je l'ai fait l'année dernière avec AF Corset, François Perraudot, Mathieu Vaxivière et Niklas Nielsen, donc équipage de rêve, super sympa, entre amis. Et puis pour la première participation, on a fait 3e. Ça, c'était incroyable. Là, moi, je suis laissé un peu plus aller. Je savais que j'allais pas faire Daytona cette année, mais j'ai jamais vraiment quitté le sport. Disons que je passe de 1 à 2 séances par semaine à 3 séances en période en ce moment. C'est la reprise pour moi. C'est quoi? C'est du cardio, muscu, les deux? Beaucoup de choses, ouais. On va être moi, j'ai la chance, du coup, d'avoir une salle de sport chez moi. Je me suis constitué une salle de sport pendant le Covid. C'était important de garder la forme. Donc, j'ai une petite salle de musculation chez moi où j'ai un coach, perso, qui est devenu un ami puisqu'on s'est rencontrés quand j'avais 18 ans, à peine 17 ans. J'étais encore en karting. C'était l'année dernière. C'était il y a pas longtemps, il y a 2 ans. Voilà. Et donc cette personne-là me suit sur les 24 heures du Mans tous les jours et puis toute l'année. Donc voilà, vraiment en routine, je fais 2 à 3 séances de sport par semaine, de 1h30 à 3 heures. J'ai tout l'équipement aussi chez moi, donc j'ai les petites échelles comme on peut voir beaucoup en football, hein, que ce soit football américain, le soccer ou le foot européen. Donc je fais les échelles, des exercices de rapidité, de vivacité, des petits poids, du medicine ball, donc beaucoup de choses comme ça, des burpees, allongés, debout, les pompes, sauter, des exercices de course à pied aussi. Je fais souvent Hilo Sport avec mon coach aussi. Et puis c'est une séance de musculation par semaine. Alors c'est pas forcément du lourd une fois de temps en temps pour la force, et beaucoup d'endurance, de résistance, donc poids entre petits poids, beaucoup de répétitions, et puis poids 10, 12, 15 kilos sur des 4 à 5 séries de 12 répétitions. Ça, c'est aussi important. Beaucoup de gainage, d'abdos, puisqu'on s'imagine pas, mais c'est vrai que nous, on court pas sur un terrain, mais il faut être capable de tenir un volant et de tenir la durée sur 2, 3, au-delà de 3 heures dans des conditions qui peuvent excéder 40 à 50 degrés dans l'habitacle, dans la voiture. Donc, on perd beaucoup de poids, on perd beaucoup d'eau. Donc, il faut une condition qui est vraiment très costaud. Ouais. Et côté nutrition, parce qu'il y a la préparation physique, mais je suppose qu'aussi on doit faire attention à ce qu'on mange. Des burgers tout au long de l'année. Des burgers, on en mange un peu pour ma part. Ah oui. Mais je suis pas sans manger des burgers puisque je mange dans mes restaurants, fast food, McDo, 3 à 5 fois par semaine quand même.
Maintenant, c'est comme tout. Je vois aussi pas mal de commerciaux qui vont dans les restaurants tradis. Il faut savoir voilà, de faire attention. Ce qui compte, c'est vraiment le sucre. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, c'est pas de manger un burger. C'est qu'à un moment donné, on peut pas manger et le burger et la frite et le dessert et le coca. C'est compliqué. Il faut savoir se mesurer. Le sucre très mauvais évidemment, mais il faut faire attention. Moi, j'essaie déjà de manger un peu plus végétarien. Je sais qu'Hamilton est végétarien depuis pas mal d'années. Il y a beaucoup de sportifs. Il y a d'ailleurs The Game Changer qui passe sur Netflix, c'est hyper important, super sympa. Série sur ces champions olympiques, champions du monde qui sont passés végétariens. Moi, j'essaie de faire 2 à 3 jours sans protéines animales. Je vois aussi un peu la différence que quand on approche ou quand on a juste dépassé la quarantaine comme moi, on essaie de pas trop avoir d'acide lactique, on essaie d'avoir optimisé les récupérations. C'est important. Donc non, le poids, la condition physique est importante et le poids, on en a parlé tout à l'heure. Le poids est super important dans la voiture. Donc je suis pas à ma femme optimale en ce moment, mais voilà, pour 1m81 comme moi, il faudrait que je sois en poids de forme 74-75 kilos. Donc ça veut dire j'ai bien retenu 5 kilos à perdre à peu près là. C'est ça. T'as bien retenu. C'est pas une mince affaire. Je l'ai fait pour le championnat du monde de karting il y a quelques années. J'ai perdu 7,5 kg en 6 mois. C'était dur. Mais c'est faisable. Donc, pas de pain. En revanche, on n'est pas très bon. Ça va? Non, c'est en cours. Non, après, le conseil, c'est facile. En fait, c'est très simple, la nutrition. Des fois, je vois des gens qui mesurent les protéines, les trucs qui pèsent les choses. C'est hyper simple. Moins on mange de produits transformés, plus on mange des choses qui sont naturelles, qui poussent, ou même de la protéine animale ou végétale ou du poisson, etc. C'est hyper simple. Pain, pâtes, sucre, dessert, niet. C'est pas facile. Voilà, le régime Canal, on oublie les pâtes. La pâte, oui, à part si on fait un Ironman ou des choses extrêmement compliquées, ou les 24 heures du Mans pendant la course, ou le riz, ok, là on en a besoin, mais à tous les jours on en a pas besoin. Pain, pâte, riz, fromage, sucre, transformé, dessert, tout ce qui est bien, tout ce qui est cool. C'est ce que j'allais dire, Guillaume fait la moue parce qu'il nous dit c'est tout ce qu'il aime. J'adore le moelleux au chocolat glace vanille, c'est non. J'allais dire l'apéritif chez Julien Canal, ça doit pas être drôle tous les jours. L'apéritif, j'adore le vin, j'adore tout ça. Et après les 24 heures. En préparation, c'est pas top. C'est pas top. Merci beaucoup Julien Canal d'avoir été notre premier invité pour En route pour les 24 heures, notre nouveau rendez-vous Ouest France, le Maine Libre, Sweet FM. Merci d'être venu et puis on se tient au courant évidemment. Vous nous dites dès que vous avez trouvé un volant pour cette année, mais a priori d'après ce qu'on comprend ça va le faire. Ça va se décider J'ai eu Olivier Panis tout à l'heure, cet après-midi. Certaines équipes, je vais pas les citer, mais j'ai même eu l'opportunité pratiquement de faire de l'hypercar. Oui, c'est vrai. Dans une équipe plus petite. On peut vite faire une sorte de petit pousset de l'hypercar. Ouais, une sorte de nouvel arrivant, quoi. Le châssis a été étudié pour Ferrari au début, non, c'est ça? On n'est pas très loin. Un truc italien, quoi. À la base. Ça vient de Milan. Mais voilà, non, c'est pas fini et ça va se décider dans les semaines à venir. Marc, dernier mot. Là, tu me prends un peu de cours, mais passe par Guillaume et puis je réfléchis. Guillaume. Moi, je vais vous donner ma petite idée. Allez, je fais comme l'année dernière. J'avais dit très tôt dans l'année. J'espère voir une Cadillac numéro 3 en tête des 24 heures du Mans lors de la dernière heure de course. Et évidemment, en tête au moment du drapeau à damier. Ce serait la belle histoire. Je pense surtout, c'est la voiture qui a le plus d'arguments dans sa poche. Monsieur Bourdet au volant. Je l'ai vu, j'étais à Daytona devant la télé. J'étais tellement content quand il a pris la tête. Il était vite. Bon, j'adore Seb, c'est un pote aussi. Mais dommage pour lui. Mais il y a un gros potentiel cette année pour la Cadillac jaune. C'est ça, la numéro 3. Allez, la numéro 3. Marc. Moi, je vois bien Toyota quand même cette année. On parlait d'esprit de revanche de tout à l'heure, mais je vois surtout cette équipe comme la meilleure équipe en endurance actuellement et je pense que la logique devrait être suivie. Mais après, je suis pas devin. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'on se retrouvera dès le mois prochain pour un nouveau rendez-vous d'En route pour les 24 heures. Et on pourra débriefer la première course du WEC de cette année. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau rendez-vous. Salut à tous.